est-ce qu'il y a peut-être une petite question de formulation ou de, voilà, je voulais interroger aussi la salle, est-ce qu'il y avait eu des incompréhensions par rapport à certaines variables? Est-ce qu'il y en a qui sont moins explicites? J'ai évoqué ma remarque sur la formation. Je pense que le modèle économique doit s'accompagner d'une formation forte de tous les acteurs. Et cette dimension-là, je ne la vois pas apparaître. Parce que de plus en plus, on parle de management nouveau, postmodernisme, des choses comme ça. Bon, derrière les mots, il y a toute une démarche, on peut dire, d'une relation nouvelle entre les acteurs, dans le monde du travail. Voilà, il y a une différence. D'accord, qui n'apparaît pas assez. Alors là, tu nous as lancé sur ce qui n'apparaissait pas dans le. Ce qui n'était pas clair. C'est pas grave. C'est pas grave. On va faire un petit tour quand même là-dessus. Oui. Je présente d'abord l'idée de tout l'enseignement de l'économie avec le paradigme de la concurrence parfaite, etc., qui devrait être revisité en tous les cas. Voilà. Peut-être revu. Ça peut être une réponse pour faire évoluer les formes de conscience. Oui, je suis d'accord avec ce que disait le monsieur tout à l'heure au sujet de une nécessaire insister davantage sur la formation et notamment la formation, mais avec une formation qui garderait la qualité qu'elle a actuellement, mais qui évoluerait en fonction du nouveau paradigme, et notamment une formation axée sur l'apprentissage de la transversalité, quelque chose qu'on a beaucoup de mal à mettre en place chez nous. Et je voulais rajouter une dernière chose qu'on retrouve par exemple dans la notion de pôle de compétitivité industrielle, par exemple, qui sont de nouveaux bassins d'emploi et de développement économique par le territoire, la question de la créativité, qui à mon avis, à mon sens, n'est pas assez évoquée, mais enfin bon, sous-jacente peut-être. Moi, c'est peut-être par rapport à la trajectoire du Club Noé et des différentes parties prenantes qui s'agrègent, c'est le manque avec les consommateurs, des collectifs de consommateurs et des collectifs de concitoyens. C'est peut-être deux parties prenantes qui manquent. L'accroissement du pouvoir d'influence, justement, et peut-être des alliances à développer avec d'autres think tanks de réflexion sur les nouvelles formes économiques favorables au développement durable. Je pense à l'Institut de l'économie circulaire. Bon, voilà. D'accord. Alors par rapport à ça, peut-être juste ça permet de rappeler finalement l'exercice tel qu'on est en train de le faire dans le cadre de la démarche prospective. C'est qu'on a construit une vision de ce que pourrait être un modèle idéal de l'économie de la fonctionnalité, donc on l'a fait sous forme de récit. Ça nous donne des éléments de partage sur ce que serait un modèle abouti, son fonctionnement, son organisation, les relations, les formes de contractualisation, la mise en place de la coopération, etc. Suite à ce premier temps, on est en train de finaliser le travail de construction du système de variables, et donc on va étudier la dynamique de chacune de ces variables, et on va regarder comment on va faire des scénarios. Alors, on pense qu'on va faire notamment un scénario on va essayer de regarder ce qui serait le plus probable finalement. Donc, pour ceux qui veulent peut-être plus de détails, on regarde par domaine, on analyse les variables, par domaine on regarde ce que ça nous donne comme dynamique, est-ce qu'on peut faire des scénarios d'évolution, et ensuite on rassemble ça dans des scénarios plus globaux. Et le décalage entre notre travail sur les scénarios et notre travail sur notre vision idéale va nous révéler un certain nombre d'écarts qui nous permettra d'identifier des enjeux et de regarder finalement sur quoi il faut agir. Donc, je vous dis ça parce que derrière on va tomber sur les enjeux et les acteurs à associer. Donc forcément il y a en toile de fond pour chacune de ces variables qui seraient les acteurs qui sont en capacité d'agir, mais on va d'abord faire le travail d'analyse des variables, repérer ce qui nous paraît être les enjeux à travers ce décalage entre les scénarios et la vision idéale, et derrière on verra qu'est-ce qu'on pourrait apporter comme forme de réponse. Alors, je vous propose qu'on mette en débat la première, les formes de prise en charge. Non, c'était pas celle-là, c'était en rouge sur la... On va prendre celle-là, même si on va partir du quantitatif.
Articulation, dynamique entrepreneuriale, dynamique territoriale. Donc le type de lien au territoire développé par les entreprises. On est bien du point de vue de l'entreprise, là. On n'est pas du point de vue du territoire et de la façon dont elle met en œuvre des politiques d'accompagnement des entreprises, mais plus la façon dont les entreprises aujourd'hui doivent, peuvent, réussissent, veulent s'ancrer dans les territoires, avec quelle visée, sous quelle forme, comment elles s'y prennent. Donc vous êtes un certain nombre à penser que c'est la réponse à ces questions conditionne en grande partie le devenir de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération. Alors, ce qu'on vous propose, c'est peut-être parmi celles et ceux qui ont voté pour cette variable, que vous puissiez commenter, dire pourquoi vous l'avez sélectionné, qu'est-ce que... Effectivement, enfin, ce que j'ai appris un petit peu de l'histoire économique de notre pays, c'est que le développement de l'emploi dans les territoires est lié en fait à la révolution agricole, à l'industrialisation de l'agriculture et au dégagement, disons, de ressources de main-d'œuvre dans les territoires ruraux. Et que, effectivement, la désindustrialisation qu'on connaît actuellement est liée à la suppression de ces unités de production industrielle dans les territoires ruraux. Et bon, j'ai écouté différents patrons de grandes firmes, multinationales qui disent effectivement ce qui nous intéresse, nous, dans les territoires justement ruraux, en matière de réindustrialisation, c'est éventuellement de faire des prototypes, mais on met en concurrence les différents territoires. Donc effectivement, c'est ce raisonnement des grandes firmes multinationales qui pose problème par rapport au développement d'une économie de la fonctionnalité. Donc là, par l'expérience de l'inverse, c'est-à-dire Voilà. les entreprises qui utilisent les territoires dans des logiques de concurrence et on vient se servir sur les territoires, on voit bien que là, ça nous pose des problèmes. Donc si on veut régler cette question-là, il faut bien repartir d'une dynamique où les entreprises construiraient des stratégies d'ancrage sur les territoires. Il y a peut-être 3 types de comportements. Il y a des entreprises qui sont dans la mondialisation totale et qui sont, je dirais, hors sol, hors territoire, qui s'en fichent d'être là. Demain, ils seront en Pologne, après-demain au Vietnam. Voilà. Il y a, au contraire, des entreprises qui sont extrêmement attachées et souvent familiales à leur territoire, qui ne veulent pas en démordre et qui, à la limite, ne vont même probablement pas aller au niveau de la mondialisation. Et puis il y a des entreprises un peu intermédiaires qui font de l'opportunisme. Et c'est pas les grosses d'un côté, les petites de l'autre, ça n'a rien à voir. C'est une question de culture, essentiellement. Alors, l'articulation dynamique territoriale et dynamique entrepreneuriale, ça dépend des entreprises, mais ça dépend aussi des territoires. Il y a des territoires qui n'ont aucune image, et donc qui ont peu de relations avec leurs entreprises. Et il y a des territoires qui ont des fortes images. Madame a parlé tout à l'heure des pôles de compétitivité. On aime ou on n'aime pas la démarche des pôles de compétitivité. N'empêche que ça a donné une identité à certains territoires, à condition que ça ne soit pas parachuté, mais voulu par le tissu économique et les entreprises. Ça a donné à ce moment-là une identité. Et ça a permis à des entreprises de mieux se sentir reconnues, aimées par leur territoire et les instances qui animent ce territoire, que ce soit les chambres de commerce, les conseils régionaux, l'État, etc. Donc, c'est pas une responsabilité uniquement de l'entreprise, c'est une responsabilité partagée. On revient à la notion de coopération, je m'arrêterai là. Je rajouterais, c'est aussi parfois la question de la gouvernance, parce qu'on peut avoir de grandes entreprises qui sont sur des territoires et qui vont réussir et qui vont travailler avec les acteurs publics, les acteurs locaux, les acteurs associatifs correctement et qui vont réussir à développer du partenariat. Par contre, quand on a une gouvernance qui n'est pas présente sur le territoire et que les décisions se prennent à l'extérieur, ça peut venir vraiment entrer en contradiction avec des partenariats qui avaient été établis par les directeurs locaux sur le territoire. Et ça, c'est vraiment un problème de fond, parce que ces territoires notamment certaines typologies de territoires où on a vraiment beaucoup d'entreprises dont les sièges sociaux sont à l'extérieur, dont la gouvernance est à l'extérieur du territoire, ont beaucoup de mal à développer des choses qui sont endogènes au territoire.
Alors là, vous posez des questions qui sont un peu les conditions de cette articulation, de cet ancrage. C'est aussi le regard, c'est aussi de la responsabilité du territoire. À l'interne des entreprises, il y a aussi l'organisation de l'entreprise qui va faire que ça va être possible ou pas. Dans la réflexion aussi, n'hésitez pas à partager sur les formes d'ancrage, la façon dont vous pouvez aussi partager sur vos expériences sur comment le territoire fait ressource pour un certain nombre d'entreprises, puisque c'est aussi ça qu'on va chercher. Comment l'entreprise fait ressource pour le territoire et le territoire fait ressource pour l'entreprise. Alors là, il y avait une demande. S'en fiche du territoire? Non, me semble-t-il, même les grands groupes. S'ils s'installent dans un territoire donné, c'est soit pour des raisons d'intérêt financier d'un point de vue social, parce que le coût de la manœuvre est moins cher, soit pour des raisons environnementales, parce qu'effectivement les normes environnementales sont moins contraignantes. Donc il y a bien des déterminismes liés au territoire qui amènent les entreprises, et ce quelles qu'elles soient, à s'installer. Alors il y a parfois des entreprises qui sont liées au territoire par rapport à leur type d'activité. Prenons l'exemple des carrières de l'industrie des matériaux, elles sont dépendantes du territoire par rapport à la ressource. Les industries pétrolières aussi. Mais ce que je voulais dire par là, pour faire le lien avec l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, on a évoqué tout à l'heure, et c'est dans la plénière, qu'il s'agissait de prendre d'autres éléments en termes de plus-value, et de plus-value notamment sociale, sociétale, environnementale. Et donc ces plus-values-là, on les trouve où? Dans les territoires. Donc l'articulation avec les territoires, l'économie de la fonctionnalité, justement, réaffirme le lien entre l'entreprise et son territoire, mais en se détachant un peu plus, en se détachant de l'aspect seulement financier, pour retrouver un lien au travers donc, de facteurs sociaux, sociétaux et environnementaux, me semble-t-il. Donc le territoire fait ressource, mais là dans un sens positif, parce qu'autrement, dans le début de votre exposé, il fait ressource, mais pour l'entreprise, mais dans un sens où moins il y a finalement d'exigences du territoire, mieux je me porte. Sauf que si je reprends l'exemple, excusez-moi, de l'exemple des carrières, qui sont liées au territoire par rapport à la ressource, le fait est que si demain le développement de cette activité peut se faire dans de bonnes conditions, ça nécessite effectivement donc, un lien avec le territoire, notamment avec les riverains, avec les parties prenantes, pour mieux prendre en considération les conditions, notamment environnementales, sociales, et que l'intégration de l'entreprise dans son territoire se fasse non plus en opposition avec les acteurs, mais avec les acteurs. Donc voilà. L'exemple des carrières est un exemple quand même un petit peu spécifique, puisque bon, c'est une durée très 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 longue, puisque je crois que les concessions, il me semble, oui, j'allais dire 40, mais peut-être 30 effectivement. Donc voilà, donc on est sur des... Et puis là, effectivement, on est lié directement en termes de ressources au territoire. Donc là, c'est un petit peu spécifique. Je pense que Marc Benner imaginait plutôt des entreprises industrielles, des grands groupes qui, elles, effectivement, n'ont pas cette attache directe donc, au territoire, et sont dans des logiques, d'ailleurs, plus court-termistes, plus financiarisées et court-termistes. Je pense que la question de l'articulation entre dynamique entrepreneuriale et dynamique territoriale, on l'a évoqué en plénière, notamment à travers la question de patrimoine immatériel collectif ou territorial. Et ça fait le lien avec en fait une question que j'avais travaillé avec justement des grands groupes, Thales, Sanofi, etc., qui ont une tradition comme elles sont... c'est pas non plus n'importe quoi comme grand groupe, qui ont une tradition notamment dans le cadre de ce qu'on appelle la revitalisation territoriale, de justement se poser la question de construire, notamment dans le cadre de restructuration, les conditions pour que le territoire puisse rebondir. Et donc de s'intéresser à comment est-ce qu'on constitue ce patrimoine immatériel territorial. Ça, c'est ce qu'ils ont fait, ces grands groupes, notamment à partir des années 80 pour la plupart, au moment où ils ont été confrontés au fait de restructurer énormément. Et le fait est que du coup, ils ont des structures spécialisées sur ça. Et dans un travail donc, qui a été mené avec eux en 2012, on avait identifié qu'un des héritages justement de cette pratique, c'était aujourd'hui d'avoir un regard un peu différent sur leur territoire et de percevoir notamment des leviers pour répondre à des problématiques qui sont les leurs, comme par exemple le recrutement, l'accès à des compétences très spécifiques, le fait d'intéresser de nouveaux intervenants, de trouver des partenaires pour développer des nouveaux produits ou répondre à une partie des enjeux qu'ils rencontrent dans le développement de leurs produits, très localement, c'était un point qui les intéressait énormément. Mais ça demande, au-delà de la question, monsieur parlait d'image tout à l'heure, de la qualité de l'image du territoire, au-delà de cette question de la qualité de l'image, ces grands groupes ont été confrontés au fait que le niveau de qualité des ressources du territoire avait une incidence sur les qualités qu'ils allaient du coup pouvoir mobiliser. Et
Donc, commence à s'engager une discussion sur comment est-ce qu'on contribue à pas appauvrir le territoire, pas être que dans une stratégie de prédation des territoires, mais aussi donc, à identifier des ressources, notamment les ressources immatérielles, là où les carrières, c'est assez facile de voir les ressources territoriales. Quand on commence à parler de connaissances, de compétences, de santé, d'innovation ou de créativité, ça devient un peu plus compliqué d'identifier ces ressources. Et donc, comment est-ce qu'on constitue, on contribue à des dispositifs qui aident à identifier, à évaluer ces ressources. Et ensuite, comment est-ce qu'on est en capacité, en tant qu'entreprise, mais aussi en tant que collectivité, de montrer la dynamique de ces ressources et en quoi elles se maintiennent, se développent, et comment on les met à disposition de tous. Donc, on passe un peu un des enjeux, c'est justement de ne pas être dans une relation très unilatérale entre le territoire et les entreprises, où le territoire, qui est très industriel, le territoire est un réceptacle et améliore la qualité de ce réceptacle, et notamment joue sur le rôle de com externe en disant « Regardez, on est un très bon territoire, et les entreprises en bénéficient. Et le pari, c'est que comme il y a des entreprises qui en bénéficient, d'autres s'y installent. Il n'y a pas d'effet de retour ensuite sur le territoire, à une relation du coup plus partagée, dans laquelle la présence des territoires est l'occasion de mobiliser des ressources, de les enrichir, de les montrer, et donc de constituer un écosystème, et donc agir à cette échelle d'écosystème. Je pense que le modèle industriel dans lequel on est a beaucoup spécialisé. Il est très efficace sous le plan de certains types de performances, mais en même temps, il a beaucoup fragilisé face à certains types de menaces. Et aujourd'hui, surtout si on fait de la prospective, on est quand même dans un horizon très incertain. Sur le plan environnemental, bon, la COP, on le voit bien, mais il y a aussi de la biodiversité. Sur le plan social, on voit bien ce qui se passe avec le chômage, avec même les migrants, avec le terrorisme. On est quand même dans des choses très incertaines. Donc, ce qui se passe très loin de nous rejaillit d'un seul coup sur le territoire. Et on voit bien qu'on est très peu armé face à ça. Et je pense que la construction du modèle industriel a beaucoup fragilisé. Et la reconstruction d'une certaine forme de résilience par rapport à ces menaces extérieures pour le territoire et pour les entreprises du territoire tient beaucoup à cette forme d'articulation. Très brièvement, pourquoi j'ai mis en 3 articulations dynamique entrepreneuriale, dynamique territoriale, c'est simplement parce que on peut retrouver une convergence, une envie de faire ensemble ce qu'on avait peut-être perdu sur les 30 dernières années. Et voilà en quoi l'EFC, et pourquoi j'ai mis en numéro 3 le fait que c'est intéressant d'avoir ces deux dynamiques qui retrouvent une convergence. On va passer alors Brigitte. Je vous propose donc de vous donner la parole sur la deuxième variable qui avait retenu plus de votre attention. Donc là, on était sur une articulation tout à l'heure entre l'entreprise et le territoire. Là, je vous rappelle, donc c'est la façon dont les entreprises prennent en charge les questions sociales. Donc, et pour répondre à votre question, il y a bien notamment également la question de la prise en compte du travail et donc du développement des ressources immatérielles dans le travail. Donc c'est bien, ça comprend bien donc la question de la formation. Hein. Donc voilà, donc là vous avez été nombreux donc à répondre à cette question, et notamment cette variable a suscité également 4 positions en premier. Donc voilà, je vous donne la parole. Qui veut s'exprimer sur cette variable? L'entreprise de demain va changer complètement les rapports entre l'équipe en place. Hein. On va rentrer dans un monde d'un projet collectif à l'interne où tout le monde va se battre pour pouvoir réussir sa vie personnelle et le projet collectif de l'entreprise. Donc pour moi, c'est vraiment un changement complet de l'épanouissement du professionnalisme de la vie dans l'entreprise. Redonner du sens. Voilà, redonner du sens. On va passer à un mode de manager, meneur d'hommes, à des gens qui vont donner du sens, à un épanouissement, à une créativité. Une considération. Exactement. Moi, vraiment, c'est un bonheur de travailler. Je ne sais pas s'il faut enregistrer ce que je vais dire, parce que je vais être très négatif. Je n'ai pas voté pour ce bleu-là, si tu me permets de répondre sur un non-vote, parce que, je trouve qu'on fait endosser à l'entreprise énormément de choses pour lesquelles elle n'est pas faite. Donner du sens à la vie de ses salariés, donner du sens au territoire, donner du sens
à la collectivité, je pense que ce n'est pas le rôle d'entreprise. C'est le rôle collectif de l'ensemble des acteurs, mais ce n'est pas le rôle d'entreprise. Le rôle d'entreprise, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, faire en sorte qu'un certain nombre d'acteurs se mettent ensemble et l'entreprise est un de ces acteurs pour donner de la valeur, etc., mais pas plus. Et le deuxième point qui m'a fait hérisser les quelques cheveux qui me restent sur la tête, c'est l'entreprise est convoquée. Et le mot convoqué, qui est très vrai, vous avez complètement raison dans votre étude, mais je pense que c'est pas comme ça qu'on fera avancer les choses. Donc c'est pour ça que j'ai pas du tout donné de note à cet aspect-là, parce que je suis foncièrement contre ce qui a été écrit. Mais bon, après c'est du débat. Je suis alors pas d'accord avec ce qui vient de se dire pour deux raisons. C'est que je crois au contraire qu'on est là sur des variables autonomes, c'est-à-dire qui relèvent tout à fait de l'initiative, de la responsabilité et de la capacité des organisations, alors que dans beaucoup d'autres tableaux, ça renvoyait à des dimensions sur lesquelles les acteurs locaux n'ont pas prises, qui sont plutôt des variables de contexte que des variables sur lesquelles ils ont directement le moyen d'intervenir, mais ce qui ne leur empêche pas d'être intéressantes, mais ne sont pas la même qualité opératoire. Ici, oui, le sens du travail et de la responsabilité entière de l'organisation du travail. Il relève entièrement des dispositifs de management, du mode d'organisation, du mode de comptabilité, du mode d'évaluation de la performance, de la façon dont les acteurs sont convoqués dans les décisions, dans la stratégie, et autrement dit, la façon dont ils font ressources, où ils sont simplement des données subies et plus ou moins manipulables. Donc je crois que c'est un enjeu, alors pas simplement dans la question du développement durable et de l'économie de la fonctionnalité, mais qui trouve là une occasion de rebond et de déploiement, qui fait une occasion essentielle par rapport à cette question, et pour ceux que ça intéresse, évidemment, c'est à saisir. Et je pense que par ailleurs, le côté convoqué, qui peut être un peu dur, je l'admets, malgré tout, il renvoie à quelque chose de, crois, économiquement intéressant, c'est qu'il évoque, en tout cas c'est ainsi que je l'ai compris, le fait qu'une organisation est interpellée, et que sa capacité et sa pertinence économique se jouent dans sa capacité à être une réponse à des sollicitations du milieu, en tout cas à être une proposition dans un dispositif dont le besoin est compris et adressé à l'organisation qui lui répond. De sorte que, si convoqué, j'admets peut-être un peu raide, malgré tout la capacité de l'interpellation est extrêmement importante, à mon sens. Ce qui est difficile dans la discussion, c'est qu'il y a bien sûr des questions de vocabulaire et de sensibilité. Bon. Et puis, peut-être qu'il y a une autre difficulté dans la discussion entre nous, c'est qu'on doit quand même distinguer entre ce qui apparaît comme des facteurs favorables à l'émergence de nouveaux modèles économiques, et notamment de nouveaux modèles dans le cadre de l'économie de la fonctionnalité, et autre question, pour moi bien distincte, qui est celle des enjeux. Alors, des enjeux de ces modèles. Bon, c'est deux choses bien différentes. Bon, là, on a un doux mélange des différents niveaux d'analyse. Donc, moi, j'ai hésité entre mettre le point 1 sur cette feuille ou, au contraire, ne pas le mettre et mettre le point 1 sur les questions de gouvernance et de nouvelles conceptions de la performance. Parce que, effectivement, je suis absolument convaincu que s'il n'y a pas un changement de mentalité, il y a plein de points jaunes aussi, là. Hein. Bon, alors moi, c'est le genre de truc. Bon. Voilà. Non, mais voilà. Bon. Et effectivement, s'il n'y a pas des changements profonds au niveau des pratiques, et notamment donc de l'intégration des enjeux sociétaux dans la gestion des entreprises, il ne se passera rien. Bon, donc effectivement, la RSE, c'est pas pour rien. Hein, on a parlé Isabelle tout à l'heure, Laudier, qui nous invitait de la Caisse des dépôts, parlait, elle, d'investissement socialement responsable. Nous, on est du côté d'entreprise, on va plutôt parler de RSE. Bon, donc effectivement, il y a une nécessité. Mais cette nécessité, elle est quand même conditionnée par le fait de mettre en place des nouveaux outils, des nouveaux instruments. Moi, je voudrais d'abord signaler mon accord total avec l'intervention de monsieur. Et donc, je voulais simplement compléter la raison pour laquelle moi, j'ai mis ma pastille jaune là-bas.
peut-être parce qu'il apparaît que l'entreprise est l'un des acteurs génériques qui est capable d'agir plus que d'autres acteurs, qu'elle a donc une puissance d'agir, qu'elle a des moyens pour le faire, et que, à tort ou à raison, il paraît normal de se retourner vers l'entreprise pour lui demander de faire l'effort que peut-être jusqu'à présent elle n'aura pas fait. Ça vaudrait le coup d'un débat, hein, évidemment. Hein. C'est pas quelque chose qu'on peut poser comme cela, mais enfin, moi, c'est un sentiment que j'ai. Je pense qu'on est un certain nombre à l'avoir. Puissance d'agir, liberté d'agir aussi. Alors ça, c'est paradoxal par rapport à ce que peuvent dire le plus souvent les entreprises elles-mêmes, contraintes par d'innombrables règlements, régulations, etc. Au contraire, très grande liberté d'action des entreprises relativement aux autres acteurs, et en particulier par rapport aux ressources qu'elles vont chercher pour agir. Ressources en matière première, enfin, et d'énergie, ressources humaines, etc. Et notamment, vis-à-vis des questions environnementales, c'est quand même autour des entreprises que on est tenté de se retourner pour leur demander d'avancer une dynamique plus forte aujourd'hui pour une réduction de l'emploi des matières premières, et notamment de celles qui donnent lieu à des gaz à effet de serre. Est-ce que c'est l'entreprise ou est-ce que c'est le chef d'entreprise? Parce que là, je rejoindrais un petit peu peut-être Marc, c'est ça aussi. Et là, dans ce cas-là, on se retrouve effectivement, je fais la transition, je passe le relais à mon ami Patrice sur effectivement l'évolution des mentalités. Parce que là, est-ce que c'est une affaire d'homme? Autrement dit, est-ce que c'était une affaire d'homme? Est-ce que c'est une affaire d'organisation? Et donc là, je pense qu'il pourrait y avoir effectivement à s'entendre. Mais je note en tout cas que c'est un sujet qui est passionnant et qui pourrait faire l'objet d'une prochaine conférence au sein d'Athémis. Je fais un clin d'œil à François derrière. Si on regarde simplement les numéros 1, je crois que c'est celle qui en a recueilli le plus. L'évolution des mentalités sur les enjeux du développement durable dans la société. Donc la conscience et la compréhension des enjeux du développement durable par les populations, les citoyens que nous sommes, et les formes de citoyenneté et d'action qui sont liées à cette prise de conscience. Alors, qui souhaite commenter ce choix? Alors, moi, je l'ai mis pour deux raisons. Un, parce que j'anime un petit collectif de quartiers de développement durable et que je m'aperçois qu'effectivement, et aussi parce que je suis un ancien industriel, je m'aperçois que les concitoyens consommateurs n'ont pas conscience de l'effet de levier qu'ils peuvent avoir auprès des entreprises et des industries en étant consommateurs. Voilà. Donc voilà pourquoi j'ai mis en numéro 1 cette thématique, c'est de réussir à faire comprendre aux concitoyens, via le développement durable, leur levier d'action. Et alors, quand vous arrivez ensemble, collectivement, à prendre conscience de ce pouvoir, de cette capacité, ça débouche sur quelle forme de... En fait, c'est difficile. C'est-à-dire que, déjà, il faut réussir à passer au stade de la prise de conscience. Et même quand les gens prennent conscience, ils ont du mal à passer à l'acte. J'ai en tête des gens qui travaillent à Los Angeles ou au CERD, qui ne sont pas encore chez des fournisseurs d'énergie locaux, des choses comme ça. Il y a deux leviers, c'est la prise de conscience et après le passage à l'acte, qui est très très difficile, même pour des gens convaincus sur ces sujets. Il y a un enjeu de prise de conscience, mais c'est pas pour autant qu'après c'est automatique dans le passage à l'acte. Alors, qui souhaite aussi commenter sa gommette? Qui a mis ça en... L'économie de la fonctionnalité et de la coopération, on l'a dit tout à l'heure, repose sur une volonté. Ça ne se décrète pas, la coopération. Donc on crée des conditions, mais qui amènent à chacun, à son niveau, qu'il soit individu, citoyen, salarié, chef d'entreprise, à agir. Et donc ça repose donc sur un changement profond culturel. Donc qui dit changement culturel dit effectivement évolution des mentalités. Donc ça, c'est ce qui m'a amené effectivement à choisir et puis à prioriser donc cette variable-là
considérant que, et monsieur vient de le dire, donc la sensibilisation, première étape, la compréhension des enjeux, deuxième étape, et l'action étant donc le troisième niveau, voilà, on est bien dans une appréhension personnelle donc de ces enjeux qui peut amener effectivement à agir. Mais l'évolution des mentalités doivent s'accompagner, donc c'est un changement. Donc comme tout changement, il doit être accompagné. Et donc voilà. Oui, ce qui joue là, c'est effectivement les aspects culturels, hein. C'est peut-être aussi les aspects d'éducation, les aspects derrière, il y a évidemment les modes de vie. Quand on fait la prospective, c'est aussi une dimension qui est évidente. Alors après, il y a celui qui est lié, qui est marqué production des modes de vie, donc il y a des questions de vocabulaire sur production de modes de vie qui est peut-être pas forcément très heureux, enfin, qui fait réagir en tout cas. En tout cas, on voit bien que c'est l'aspect de prise de conscience et de culture qui va déclencher qui peut déclencher le reste. Le changement de mode de vie, puisque faut bien, voilà, si on regarde en arrière, 50 ans en arrière par rapport au mode d'aujourd'hui, on est dans un mode complètement différent. Donc si on se projette 50 ans ou 30 ans en avant, il faut quand même s'apercevoir que on va vivre peut-être différemment. Voilà, passer la propriété à l'usage, c'est pas neutre. Voilà. Voilà. Les modes de vie, est-ce que chacun va avoir sa maison, est-ce qu'on vit toujours, voilà, est-ce qu'on vit pas un habitat groupé, est-ce qu'on vit pas, toutes ces questions-là se posent et il va bien falloir qu'on les intègre dans cette perspective. Donc là, il y a y compris des réponses là tu poses, c'est-à-dire que cette conscience, cette compréhension, ça peut renvoyer à le passage de la possession à l'usage, la façon dont on veut habiter autrement, puisque derrière, il y a aussi essayer de repérer les formes d'action qui sont liées à cette prise de conscience. C'est coopération plutôt que compétition, il y a tout ça. D'accord. Alors, Nathalie et puis Dani. Oui, au-delà des mentalités, de la prise de conscience, moi je reviendrai vraiment sur l'usage. C'est de la façon dont on vit son territoire, dont on va travailler, dont on va à l'école. Enfin, vraiment aussi, est-ce que c'est pratique, je mettrais presque plus l'accent là-dessus que sur la question de la mentalité. Voilà, c'est comment on fait pour que dans notre vie quotidienne, toutes ces pratiques, elles soient socialement responsables. Et que c'est peut-être plutôt comme ça qu'il faut le prendre si on veut faire évoluer les choses, parce que on peut avoir de bonnes idées et être citoyen. Et comme tu le disais, Sébastien, pas forcément le mettre en œuvre parce que parfois c'est compliqué. Et puis que nos modes de vie font qu'on va au plus vite, au plus simple, quoi. Juste pour rebondir, je pense que les deux sont liés. C'est-à-dire que quelquefois, les modes d'usage font ce qu'il faut que les gens mentalisent. Je suis persuadé que l'économie de fonctionnalité, elle progresse aussi parce que les gens, ils font l'autopartage, ils font du partagé. Ils se rendent compte que finalement, la propriété, elle n'a pas que des avantages et que du coup, ces mêmes personnes sont aussi dirigeants d'entreprise et que ça leur ouvre des perspectives. Donc les deux ne sont pas indépendants, je pense. Ils interagissent les uns sur les autres. Oui, en complément, parce que je suis vraiment en accord avec ce qui a été dit, quelque chose qui pourrait ressembler à une sorte d'économie du quotidien est à mettre en relation avec les principes de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération. Et j'ai le sentiment qu'on peut même inverser la chose, c'est-à-dire ici, ils peuvent se construire ces principes dynamiques de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération qui peuvent inspirer précisément les prises de conscience individuelles et inversement. Ça doit être un aller-retour entre les deux, cette articulation. C'est une très jolie expression, l'économie du quotidien, qu'on ne peut pas d'approfondir. Et je trouve ça intéressant par rapport aux remarques que nous avons eues d'ailleurs sur la table ronde, où on s'interrogeait sur le rôle des territoires et quelle échelle au niveau du territoire. Et là, on pointe vraiment sur l'extrême local, quelque part. Donc c'est intéressant. Et donc, effectivement, pour reconstruire les choses, comme disait Madame, il faut s'inspirer effectivement du quotidien, il faut que ce soit facile, il faut qu'on se l'approprie, il faut qu'on soit actif sur ces actions-là, et ensuite qu'on peut remonter effectivement pour une coopération un peu plus large. Moi, je viens d'un autre groupe, donc j'ai zappé le début de l'exercice, mais je me suis tenu au courant. Si j'avais dû voter, je crois que j'aurais voté en rebondissant sur deux idées qui viennent d'être mentionnées. Un, pour moi, un levier fondamental, c'est l'entreprise. L'entreprise est quand même, dans l'histoire humaine, le vecteur d'innovation et de changement à grande échelle. Donc, sans nier l'impact et l'importance que les territoires bougent aussi, mais je pense que faire bouger l'entreprise, et en particulier par le haut, par le dirigeant, c'est fondamental. Et dans ce cadre-là, ce qui me paraît clé, en tout cas moi j'aurais voté sur, on parle de changement de comportement, je parlerais même de changement de posture du dirigeant en basculant justement de
le dirigeant classique, il pense compétitivité. Le dirigeant EFC, il pense coopération. Et ça, c'est pour moi un changement de posture fondamental. C'est de se dire qu'il y a plus à gagner en considérant que l'environnement autour de mon entreprise et dans mon entreprise, je peux tirer plus de bénéfices pour mon entreprise en considérant ça dans une perspective de coopération, de synergie, de mutualisation de ressources, etc., que dans une perspective classique de mon entreprise est en combat avec le monde extérieur, avec les concurrents, il faut aller chercher des parts de marché, il faut tordre le bras de mon fournisseur pour avoir mes matières le moins cher possible, etc. Changer, passer de cette posture de combat classique à une posture de coopération, qui n'est pas une posture de bisounours, mais qui est une posture qui, d'une certaine façon, a du sens, parce que quand on essaie d'optimiser un tout, en général, on va beaucoup plus loin quand on optimise des parties. Et donc, en général, quand on est dans la posture de compétitivité classique, chacun cherche à optimiser son petit morceau de chaîne, classiquement de chaîne de valeur, et quand on regarde la chaîne de valeur dans son ensemble, ben, c'est un jeu à somme nulle. Ce que l'un a gagné en tordant le bras de son fournisseur, ben, forcément, le fournisseur l'a perdu. Donc, ce qu'un gagne, l'autre le perd. Et au total, sur l'ensemble de la chaîne, on ne gagne pas grand-chose. On parle bien du modèle traditionnel de l'entreprise ultra-financiarisé, parce que toutes les entreprises, aujourd'hui, ne sont pas quand même dans ce modèle de grand méchant. Non, il faut aller plus ou moins loin, mais je pense que l'entreprise classique, même si c'est la PME familiale, elle va être dans une logique, je vais essayer d'avoir ma matière le moins cher possible, je vais essayer d'avoir le plus de parts de marché, je vais essayer de bypasser mon concurrent ou bypasser mon distributeur, etc. Et donc on est dans une logique quand même très compétitive, à très court terme, et pas très systémique. Et pour moi, ce qui est vraiment intéressant dans l'économie de la fonctionnalité, c'est ces aspects de systémique et de coopération. Moi, j'étais sur la transition. C'est-à-dire que je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit précédemment. Je me suis posé la question de voter pour ce verre-là ou ce verre-là, c'est-à-dire pour les changements de comportement ou ce qui vient d'être dit, je dirais la posture et l'engagement, la gouvernance, la confiance. Et ça, en fait, je pense que c'est indispensable, mais aujourd'hui, malheureusement, quand on voit les sondages, ça marche pas. Pourquoi? C'est ce qu'ont dit les deux experts précédents, c'est qu'on veut bien changer, on veut bien trier, descendre sa poubelle, machin, recycler, etc. Mais si on n'a pas d'offre ou si on ne sait pas où ça va, donc quelque part, il manque un peu de posture. On a des gens qui sont en compétitivité, qui se détruisent les uns les autres. On a un problème de gouvernance, etc. Prenons la voiture. La voiture, c'est la compétitivité. Enfin, jusqu'à présent, c'était la compétitivité à outrance. C'est-à-dire, je suis au feu rouge, j'essaie de démarrer plus vite que le copain. Si je peux écraser un peu le piéton enfin bon, on était dans une mentalité de compétitivité. Voilà, c'est une guerre. Il est arrivé un intervenant qui est ailleurs, avec une gouvernance ailleurs, qui s'appelle Blablacar, et qui a dit, dans une bagnole, on peut faire autre chose que détester son voisin, on peut peut-être causer et partager. Et c'est simplement une illustration de ce changement de posture, de gouvernance, qui fait que moi, personnellement, j'ai mis un 1 là, parce que le point de blocage aujourd'hui, je pense qu'il est là. On parlait tout à l'heure, je reviens 3 crans en arrière, dans les territoires et les entreprises qui s'installent dans un territoire face à leurs concurrents pour piquer les cadres et les ingénieurs qui sont sur la route en face, parce que c'est comme ça qu'ils vont se développer. Puis il y en a d'autres qui se disent, il y a un lycée professionnel, il y a des savoir-faire, il y a des gens qui savent travailler en 3-8, il y a des gens qui sont forgeurs, soudeurs, techniciens de maintenance. Je vais aller dans ce territoire-là parce que je vais utiliser ces compétences. Donc voilà, c'est deux postures complètement différentes. Et donc je crois qu'un des points de blocage et un des grands enjeux aujourd'hui, c'est cet élément vert. J'ai mis en numéro 1, effectivement, donner toute l'importance qu'il y avait à passer d'une entreprise, à dire normale, à une entreprise qui va réfléchir en performance collective. Alors ça, c'est une révolution dans l'entreprise, donc forcément la compétitivité change totalement. Et une fois que le dirigeant a entraîné tout son comité exécutif dans ce sens-là, après d'ailleurs il doit se demander qu'est-ce que je dois faire pour transformer l'utilisation des ressources que j'ai. Pour changer, en fait, on passait d'un modèle où on utilise des ressources matérielles à un modèle où on va utiliser au maximum toutes ces ressources immatérielles pour pouvoir valoriser différemment l'entreprise. Donc c'est pour ça que j'ai mis mon point numéro 2 sur le tableau jaune qui est un peu plus loin là-bas. Et ensuite seulement, on va convaincre les collaborateurs, si je peux dire,
de passer et de collaborer dans un sens de développement durable de l'entreprise. Et c'est ça qui va peut-être motiver les collaborateurs à adhérer à l'ensemble de la décision. Je voudrais revenir sur cette question de la diversité des formes de compétitivité, parce que très souvent, quand on discute justement l'économie de la fonctionnalité de la coopération, on a l'impression qu'on n'est plus dans la concurrence, et que si on n'est plus dans la concurrence, on ne peut pas être compétitif ou on est moins compétitif. Alors il y a la question de globalement, comment on peut avoir une performance globale, mais à l'échelle de l'acteur économique, de l'acteur microéconomique, la question c'est est-ce qu'on peut avoir d'autres images, d'autres formes et d'autres pratiques qui nous amèneraient à être tout autant compétitifs, voire plus, que dans les logiques classiques de concurrence où on va essayer d'aller gratter sur le prix du fournisseur ou autre. Manifestement, vous êtes un certain nombre à penser qu'il y a des choses qui se jouent là. Je pense que concurrence et compétitivité, c'est pas pareil. Et que autant la concurrence, c'est un peu une logique d'élimination, la compétitivité, pas nécessairement. Et dans le dispositif dont on parle, moi aussi j'ai mis le 1 là-bas, là, je trouve que une organisation qui se cale sur la valeur d'usage comme driver de la performance s'organise sur des dynamiques de compétition, mais dans des dynamiques de coopération. Je dirais que si on veut jouer, c'est plutôt des logiques d'émulation qui sont des logiques de compétition, mais qui reposent sur des coopérations. On ne gagne pas tout seul, quoi. On gagne avec les autres, et on a un intérêt à ce que les autres, même sur lesquels on peut l'emporter, font partie du dispositif qui vous cale, dans lequel on a une présence. Donc il y a quelque chose là qui relève d'une, on peut appeler ça émulation, coopération en tout cas, c'est son concept résonnant. Et je trouve que là, il y a une vraie mutation paradigmatique, c'est un vrai changement. Ça renvoie à des modèles de gestion complètement différents, effectivement, des modèles de gouvernance, enfin tout ce qu'on vient de dire. Moi, je suis complètement d'accord là avec mon contradicteur de tout à l'heure, je suis d'accord cette fois-ci. Donc, comme quoi, hein, rien n'est fait. Voilà, oui, non, mais voilà. Moi, je crois qu'il ne faut pas qu'on se laisse enfermer avec la question de la compétitivité, qui serait en elle-même quelque chose dont il faudrait s'évader. Par contre, elle est à repenser du point de vue de ce avec quoi les. C'est ça. Il y a des formes. Très souvent, quand on pense compétitivité, on pense que la réponse c'est concurrence, et donc on a du mal à voir comment on pourrait être compétitif si on devait prendre plus soin de son fournisseur, de ses... Ouais. Juste un petit rajout, c'est ce qu'a dit monsieur derrière tout à l'heure qui m'a fait penser. Il faudrait rajouter le mot intérêt, non pas au niveau compréhension bancaire, mais au niveau de l'intérêt de chacun des acteurs. C'est-à-dire que quand on est dans un système un peu traditionnel, on regarde son propre intérêt, ce qui a été dit, augmenter sa marge, etc., pressurer son fournisseur. Donc on voit plutôt son intérêt à soi. Dans ces nouvelles formes de travail, on est dans un intérêt partagé, c'est-à-dire que on va peut-être gagner un petit peu moins, ça revient à l'IRECO aussi tout à l'heure, mais on va peut-être faire en sorte que d'autres acteurs y trouvent aussi un intérêt et nous soutiennent, nous, entreprises ou collectivités ou associations ou politiques, et à ce moment-là, on est tous gagnants, quoi. Donc je pense qu'il y a peut-être un mot à rajouter qui est cet intérêt commun. Et puis au lieu de compétitivité, on peut prendre le mot de Drucker, non pas l'animateur de télé, mais le grand homme de management d'il y a 30 ans, qui parlait de coopétition, coopération, compétition. C'est-à-dire que le lundi, on est ensemble, le mardi, on est concurrent, le mercredi, on fait un coup aussi ensemble. Enfin, voilà, on est dans des postures qui sont variables, mais en transparence et pas en cachant la copie pour mieux coincer l'autre. Merci beaucoup. Le temps avançant, est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce que vous avez des réflexions plus larges à la fois sur l'exercice, sur les différentes variables, des questions? Thème que je voudrais peut-être aborder sur le danger de la non-émergence de l'EFC. C'est tout ce qui est peut-être les dynamiques d'économie collaborative. Alors moi j'appelle ça économie de la mutualisation, c'est-à-dire effectivement le fait que sur les territoires on a plein de choses à mutualiser et que effectivement ça puisse faire rebondir l'activité économique, mais qui ne sont pas du tout sur des directions de coopération et de but de patrimoine territorial, et qui brouillent, j'en discute beaucoup avec différents acteurs territoriaux, qui brouillent énormément
voilà, les Blablacar, les Airbnb, des choses comme ça, qui sont très souvent confondus ou qui, voilà, selon les acteurs, même engagés sur des enjeux voilà, économiques ou de développement durable ou autre, confondent et se disent ça répond aux enjeux de développement durable et ça me va permettre de faire avancer le territoire, de faire avancer collectivement. Et du coup, ça c'est voilà, une question, je pense, pour le coup, beaucoup de formation à donner auprès des acteurs territoriaux pour avoir une compréhension claire entre économie voilà, collaborative voilà, et puis déterminants industriels et puis EFC, quoi. On a fait une séance en juin 2014 sur le sujet qui a été filmé avec un compte-rendu. On essaie de construire une grille de lecture à la fois de l'économie circulaire et de l'économie collaborative. Et la journée annuelle de l'an dernier était aussi sur ces questions des nouveaux modèles de développement économique durable. Elle existe dans un format vidéo également. Voilà. Mais tu as raison, on est tous interrogés sur aujourd'hui ce mix économie circulaire, économie de la fonctionnalité et économie collaborative, sans vraiment que se fasse le travail de compréhension de ce qu'il y a dans chacune de ces dynamiques. Pour revenir sur l'évolution des formes de compétitivité, je pense que c'est sur la question du fondement de la compétitivité. Ce qui rend compétitif dans un modèle où justement la question de la coopération devient centrale, c'est la capacité à coopérer. Ça veut dire aussi du côté des compétences, d'autres compétences, les compétences d'écoute, la transformation du travail, la capacité justement d'entrer dans ce type de relation devient du coup un fondement de compétitivité. Alors non pas la compétition, elle se joue peut-être pas forcément dans l'écosystème, mais pour ceux qui intégreraient l'écosystème ou qui ont des offres complémentaires ou donc il y a parce que pour rebondir un peu sur la question de la coopétition, j'opinais un peu du chef, parce que la coopétition, c'est les mêmes acteurs, soit un coup en coopération, un coup en concurrence, bon, un coup en compétition. Je pense que c'est pas tout à fait ça. Il y a besoin d'une coopération entre un certain nombre d'acteurs, et après se pose la question comment est-ce qu'on remet de temps en temps en cause la capacité ou l'intérêt à ce que chacun soit contributeur et participe à l'écosystème. Et comment est-ce qu'on intègre de nouveaux participants à cet écosystème? Et dans ce cas-là, la question, le fondement de la compétition ou de la compétitivité, il est plus sur justement la capacité à faire de la pluridisciplinarité, à travailler en réseau, à travailler ensemble, y compris travailler en confiance. Et donc justement, les logiques de transparence, etc., sont des leviers pour être compétitifs dans de tels écosystèmes. Moi, je pense que ce qui transparaît, enfin, au travers de toutes ces discussions, c'est la notion de systémique, aussi bien au niveau du changement culturel que même là, quand on parle de compétition, de coopération, on voit bien qu'on est un peu perdu dans les termes, et que si on ne prend pas un aspect de vision, de compréhension systémique de genre d'acteurs, voilà, et si on utilise les mots du modèle précédent, on est un peu perdu. Il faudrait presque rechanger de mots pour pouvoir réinterpréter les modes d'interaction entre les acteurs. C'est vrai qu'il y a déjà de nouveaux concepts opérationnels qui ont été développés justement pour essayer de déplacer les formes de compréhension et derrière les formes d'action. Mais on n'est pas forcément au bout du chemin sur ce sujet. Merci. Ça va être repris comme un des éléments de la discussion sur les différentes variables. En tout cas, ça va alimenter, nous, le travail qu'on va avoir à faire d'instruction des variables. On va voir si on fait évoluer un petit peu les définitions, les périmètres en fonction de ce qu'on s'est échangé là tout de suite. Et je vous invite à terminer l'après-midi d'échange par une présentation donc, de la dynamique actuelle de l'Institut de l'économie, de la fonctionnalité et de la coopération. On va se retrouver dans la grande salle dans 5 minutes pour partager sur ce point. Merci beaucoup.